Zéro. Bienvenue, mesdames et messieurs, au 7e rendez-vous de l'URAS. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie de COVID-19 frappe durement nos territoires depuis le premier trimestre 2020 et tandis que la situation se dégrade, le secteur social et médico-social doit s'adapter afin de permettre au public cible de l'action sociale, déjà fragilisé, de supporter les incidences de cette crise sans précédent. Cette rencontre entend mettre en perspective plusieurs points. En quoi cette crise impacte et questionne même le travail social. Quelles mutations, qu'il s'agisse de pratiques innovantes ou inédites, quant à l'intervention des travailleurs sociaux. Face à l'isolement, face à la précarisation, face aux risques psychosociaux, comment le travail social fait-il face aux incidences générées par cette crise sanitaire? Pour y répondre, 2 tables rondes. La première table ronde aura pour objectif, 1 an après le premier confinement, de faire un retour d'expérience sur l'impact de la crise sanitaire en France hexagonale et en Martinique et sur les impacts de la crise auprès des publics, personnes âgées et personnes handicapées. L'intitulé de cette première table ronde, analyse de l'impact de la crise sanitaire sur l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et pour pouvoir participer à cette table ronde, l'UNIOPS, avec Mme Céline Philippi, M. Jérôme Voiturier, le directeur général de l'UNIOPS, mais aussi un intervenant, sociologue martiniquais, M. Malik Duranti. À l'occasion de cette table ronde, nous allons aussi expliquer comment l'URAS a déployé son accompagnement pour accompagner au mieux les adhérents. Et c'est Mme Lauriane Panor, secrétaire générale de l'URAS en charge de la vie associative, qui sera chargée de nous faire un point. La deuxième table ronde aura comme principal objectif d'expliquer comment le travail social s'est réinventé en cette période de crise, avec un retour d'expérience des travailleurs sociaux. Et là, un certain nombre d'intervenants, donc Mme Marie-Chantal Cyril, directrice du foyer de vie de l'association La Myriam, M. Joël Bois, chef de service au sein de l'IMLE Fougères, Mme Micheline Azur, éducatrice au sein du CESAD, et Mme Marie-Line Gély, éducatrice au sein du CESAD Alizé. Nous allons vous expliquer aussi, à l'occasion de cette table ronde, comment le travail social, à travers la formation des travailleurs sociaux, s'est elle aussi adapté. Et c'est Mme Hélène Groma, responsable de formation à CUFMES, qui va nous entretenir de ce point. Le travail social a fait face à cette crise sans précédent, mais a su démontrer aussi sa capacité d'adaptation, sa capacité d'innovation, et cela va se concrétiser par une remise des prix de la Fondation J.M. Bruno, donc remise des prix qui sera faite par Monsieur le Président de l'URAS. Mesdames et messieurs, il s'agit aussi pour nous de vous donner la parole. Cette webinaire se veut interactive. Alors, vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions, et ces questions seront traitées par M. Bertrand-François Lubin, qui va collecter l'ensemble de vos questions et remarques formulées sur le chat et qui va pouvoir intervenir en co-animation avec moi. Merci d'être aussi nombreux pour participer à cette 7e édition. Et nous allons maintenant, de façon officielle, débuter la manifestation. Monsieur le Président, Henri Cage, président de l'ADAPI, président de l'URAS, vous avez la parole pour ouvrir officiellement ce 7e rendez-vous de l'URAS. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller exécutif, Francis Caron, Monsieur Viguier, directeur général de l'ARS, Mesdames et Messieurs les présidents et administrateurs des associations, Mesdames et Messieurs les professionnels du secteur social et médico-social, notre partenaire, la MAIF, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. La crise sanitaire nous a obligés à repenser notre modèle de fonctionnement. Plus rien ne sera comme avant. Déjà, depuis quelque temps, nos financeurs nous demandaient d'être inventifs, d'avoir un esprit novateur pour trouver des solutions pour toutes ces personnes qui ne sont pas prises en charge, car il faut faire plus avec moins, les moyens étant constants. En plus de toutes ces difficultés, la crise sanitaire semble vouloir perdurer et nous pousse à proposer un nouveau format pour les 7e rendez-vous de l'URAS.
Nous vous remercions toutes et tous très chaleureusement pour votre participation à notre webinaire, témoignage du grand intérêt que vous montrez pour notre secteur et nos travaux. L'URAS organise tous les ans, depuis 2015, une journée sous l'appellation « Les rendez-vous de l'URAS ». Il s'agit d'une rencontre qui a pour objectif de traiter d'une thématique de l'actualité du secteur social et médico-social. Je vous rappelle ici les différents thèmes que nous avons développés depuis 2015. Donc, en 2015, état des lieux des besoins sur le territoire, focus sur l'urgence des réponses adaptées aux besoins des bénéficiaires. 2016, un plan pour la Martinique, focus sur l'enfance, le handicap et l'inclusion sociale. 2017, les modèles de développement dans le secteur social et médico-social en Martinique. 2018, emploi et formation, focus sur les nouveaux dispositifs d'accompagnement des travailleurs handicapés et sur la formation des travailleurs du secteur social et médico-social. 2019, le handicap en Martinique, réalité, besoins, perspectives. 2020, bien vieillir en Martinique. Notre préoccupation lors de la construction de cette journée était la suivante: comment vivre sa vieillesse avec moins de 1 000 € par mois. Et pour notre 7e édition des rendez-vous de l'URAS, la crise sanitaire nous a imposé le thème que nous allons décliner au travers de 2 tables rondes. Première table ronde, analyse et impact de la crise sanitaire sur l'accompagnement du public, personnes accompagnées, personnes en situation de handicap. Deuxième table ronde, comment réinventer le travail social et médico-social en période de crise. Nous espérons, en tout cas, que l'ensemble de ces travaux pourront être utiles à tous, aux décideurs, aux techniciens, aux acteurs du terrain et aux citoyens. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons de bons travaux. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant laisser la parole donc, à Monsieur le Directeur général de l'ARS, Monsieur Jérôme Viguier, qui participe régulièrement aux journées de l'URAS et qui nous fait une fois de plus l'honneur de sa présence aujourd'hui parmi nous. Monsieur Jérôme Viguier, que nous avons l'occasion bien sûr de voir et qui fait des points réguliers dans cela. Mesdames, Messieurs, vous me voyez toujours très honoré de pouvoir ouvrir ce rendez-vous annuel fixé par l'URAS, acteur incontournable pour l'ARS, par sa représentation sur le secteur médico-social, mais aussi au travers des actions qui sont menées, aussi bien dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap que par les dispositifs qui sont portés dans la formation ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Cette année, les conditions sanitaires ne nous permettent pas d'être à la tribune et débattre en présentiel sur le sujet que vous portez sur l'impact de la crise sanitaire sur le travail social entre protection et autonomie. Néanmoins, je vous remercie de tenir cette rencontre dans ce nouveau format de visioconférence que nous avons tous plus ou moins apprivoisé. En effet, depuis maintenant plus d'1 an, notre quotidien a été bouleversé du fait des mesures restrictives mises en place pour ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19 et le secteur médico-social a été particulièrement impacté, notamment par la limitation des visites des familles et des sorties des établissements. Les gestionnaires et leurs équipes, avec l'appui du CEPIAS, ont dû faire preuve d'adaptabilité et d'inventivité pour permettre de conserver un accompagnement de qualité à l'attention de leurs usagers et de préserver les liens entre les usagers et leurs familles. Pour pallier ces contraintes et maintenir le lien avec les familles qui ne pouvaient plus visiter leurs proches, les établissements ont su réinventer le quotidien des résidents et ont accéléré le développement des échanges via les réseaux sociaux et en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Les autres structures ont également adapté leurs modalités de prise en charge. Suivi téléphonique régulier des personnes et familles, déploiement d'équipes mobiles qui intervenaient au domicile et des dérogations au confinement portées par la secrétaire d'État en charge du handicap ont été mises en place pour éviter des décompensations au domicile face à certains types de handicap.
À l'heure où je vous parle, les établissements médico-sociaux ont repris un fonctionnement qui se rapproche d'un fonctionnement normal, avec toutefois la nécessité évidemment de respecter strictement les gestes barrières. Néanmoins, la situation épidémiologique se dégrade en Martinique et nous n'échapperons pas à une circulation active du virus qui reprend sur notre île dans les prochaines semaines. Durant un an, nous avons lutté contre le virus par des mesures restrictives. L'enjeu des prochaines semaines sera bien d'accélérer la campagne de vaccination des plus vulnérables et des personnes qui s'occupent des plus vulnérables, et ainsi de voir se réduire les mesures de restriction. J'insiste donc sur l'impérieuse nécessité de vacciner nos résidents en EHPAD, et il faut aller le plus loin possible. Nous sommes encore loin d'un taux de vaccination suffisamment important pour protéger les plus fragiles. Ce n'est que par la vaccination que nous sortirons de cette crise. Nous ne pouvons pas laisser ce virus, et aujourd'hui ces variants plus contagieux, poursuivre leur route sans tout mettre en œuvre pour l'entraver. Il nous faut donc faire face ensemble, et j'ai parfaitement conscience des efforts qu'à nouveau je demande à l'ensemble des intervenants du champ médico-social. Je souhaite pour conclure saluer l'investissement permanent des équipes au profit du bien-être des usagers et de la poursuite des accompagnements, tout en adaptant les pratiques, et l'ARS restera à vos côtés pour cheminer vers cette véritable perspective d'amélioration que nous apportera la vaccination. Je vous remercie et je sais que cette journée sera riche en enseignements. Votre micro. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président de l'URAS, Monsieur le Directeur Général de l'ARS, Mesdames et Messieurs, à vos grades et qualités, chers amis. D'abord, je souhaite remercier l'URAS de son invitation pour cette 7e rencontre. Remercier parce que les réflexions qui ont été menées à l'URAS ces dernières années ont été utiles pour nous, bien entendu, à la 7e, mais aussi, de mon point de vue, pour tout le secteur médico-social. Nous abordons dans cette rencontre les questions liées à la crise que nous venons de traverser ou que nous continuons de traverser sans avoir une perspective très claire quant à la fin de cette crise. Et il y a beaucoup de leçons à tirer. Et je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, tous les partenaires, nous nous mettions ensemble pour essayer de faire un bilan approfondi de cette période et pour en tirer des leçons, parce qu'il est évident que nous connaîtrons à nouveau des crises de cette nature et peut-être plus graves que ce que nous sommes en train d'essayer de surmonter. Nous avons eu à la 7e une obsession pour maintenir actif le réseau social. Nous avons été confrontés à une situation où nous avons craint à un moment donné de voir l'effondrement de l'ensemble du système qui avait été mis en place. Et nous avons essayé d'imaginer des solutions. Il fallait faire face notamment à la protection des personnes âgées et des enfants dans les établissements dont nous avons la responsabilité, parfois avec l'ARS pour ce qui concerne les personnes âgées. Très rapidement, et je pense que ça a été un élément essentiel, très rapidement nous avons réuni l'ensemble de ces établissements pour faire le point. Et un vrai partenariat s'est établi, et s'il n'y a pas eu de mort, notamment dans la première vague, dans ces établissements, c'est essentiellement parce que les dispositions ont été prises et les chefs d'établissement, les directeurs d'établissement, les directrices d'établissement ont su mobiliser leur personnel, les familles, pour que nos personnes âgées soient protégées au mieux. Il en a été de même dans le secteur de l'enfance. Nous avons eu une difficulté considérable à un moment donné devant la peur de cette épidémie que personne ne connaissait à ce moment-là, l'an dernier, c'est la question des masques. La collectivité a fait en sorte que plusieurs centaines de milliers de masques, là je parle de masques qui étaient dans les stocks de la 7e, soient distribués à tous,
aux médecins, au secteur médico-social, jusqu'à ce qu'on ait pu avoir des masques dans une situation de grande disette. Parce que ça a été un moment important de solidarité pour non seulement maintenir le secteur médico-social, parce qu'il était normal que les employés aient peur, mais aussi nous avons beaucoup aidé à ce moment-là l'hôpital de la Ménière, le CHUM, et qui avait des difficultés quant à la possibilité d'avoir accès à des masques. Les leçons que nous en tirons, je le disais, c'est quand même notre capacité à réagir. Quand je dis nous, c'est l'ensemble du secteur médico-social, et les associations, les établissements, les collectivités. Mais en même temps, nous avons des lignes de fragilité. C'est pourquoi je disais qu'il était important que nous puissions faire ensemble ce bilan. En tout cas, ce que je souhaite, c'est d'une part, vous souhaitez des travaux qui nous permettent de systématiser des expériences, de mieux partager ces expériences. Et je pense que très tôt, on pourra prendre rendez-vous en cours d'année prochaine ou à la fin de cette année, septembre-octobre, et faire en sorte que nous puissions commencer à tirer ce bilan et voir ce qu'il convient de corriger. Et un élément important sera sans doute la question de la formation de nos personnels en période de crise. Parce que ça, c'est essentiel, parce que nous avons eu toutes sortes de réactions par rapport à cette crise. Et ces réactions étaient totalement légitimes, mais de mon point de vue, il faut prendre de la distance vis-à-vis de tout cela et voir comment mieux affronter des crises, parce que nous sommes un pays finalement exposé à tous les risques possibles, et sismiques, et des risques aussi vulcanologiques, et des risques d'épidémie, des risques cycloniques. Et il faut que nous poursuivions ensemble le travail de formation des agents en même temps et systématiser les bilans que chacun de notre côté, en fonction des expériences que nous avons vécues, et que nous puissions en tirer un bilan utile pour l'avenir. En tout cas, je vous souhaite une bonne 7e rencontre, et la 7e continuera d'être aux côtés des actrices et des acteurs du secteur médico-social. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité, on ne voyait nullement une taquine de ma part. Je me suis trompé en disant Monsieur le Président. Donc voilà, donc nous allons maintenant débuter nos travaux, donc la première table ronde, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'UNIOPS, et principalement donc Madame Céline Philippi. Vous êtes conseillère technique autonomie et citoyenneté des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Bonjour Madame Philippi. Bonjour. Vous êtes accompagnée donc de Monsieur Jérôme Voiturier, le directeur général de l'UNIOPS. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour échanger, discuter avec vous. Nous avons notre ami, on peut le qualifier ainsi, donc M. Malik Duranty, sociologue. Bonjour Malik. Bonjour. Et M. Carole, M. Viguier ont mis en évidence aussi l'intervention de l'URAS pendant cette pandémie, pendant cette crise sanitaire. Et nous avons donc avec nous la secrétaire générale de l'URAS, Lauriane Panor, qui va nous entretenir, bien sûr, de l'accompagnement déployé par l'URAS pour accompagner au mieux les adhérents de l'association. Bonjour Lauriane. Bonjour. Donc nous allons commencer donc cette table ronde. Je vous rappelle le thème: analyse de l'impact de la crise sanitaire sur l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Un an après le premier confinement, nous allons faire un retour d'expérience sur l'impact de la crise sanitaire en France hexagonale et en Martinique, sur les impacts de la crise auprès des publics personnes âgées et personnes handicapées. Nous allons pouvoir échanger aussi avec vous. Donc, je vous rappelle la possibilité que vous avez donc de poser vos questions, et Bertrand François Lubin se chargera de nous faire la synthèse de vos questions et n'hésitera pas, bien sûr, à intervenir. Donc, Madame Philippi, nous vous passons le relais pour votre intervention. Merci beaucoup et merci de nous avoir sollicité effectivement pour cette rétrospective d'une année particulièrement mouvementée, marquée par une crise dont nous ne sommes pas encore sortis, comme vous l'avez déjà relevé.
Et de ce fait, et compte tenu d'une crise sanitaire qui malheureusement joue les prolongations, l'analyse de ces impacts restera encore partielle. Pour autant, nous avons déjà pu constater et tirer plusieurs enseignements suite à ce premier confinement, avec des constats positifs et encourageants, et d'autres qui nécessiteront des mesures et des actions correctives, parfois de toute urgence ou à très court terme. Si je suis trop longue, n'hésitez pas, interrompez-moi, parce que même si je dis que le constat est encore partiel, pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, n'hésitez pas. Donc, parmi les éléments observés sur chacun des secteurs, et si on commence par le positif, donc, la crise a permis, en ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, d'abord une plus grande fluidité dans les interventions. Les professionnels, on a pu constater que les professionnels ont pu se recentrer sur l'accompagnement, sur les interventions, compte tenu de contraintes administratives moindres dans un premier temps, moins de reporting par exemple. Donc ça a permis une plus grande fluidité et ce qu'il en découle directement pour les professionnels concernés, c'est le sentiment de retrouver du sens à leurs interventions, à ce qu'ils font. De même, les professionnels et intervenants ont également pu démontrer la créativité dont ils sont capables, et ça, vous l'avez déjà relevé, créativité, inventivité, adaptabilité, travail en autonomie également. Et ça a pu être, par exemple, parmi les actions mises en place, le développement d'autres moyens qui permettent de conserver le lien avec les proches et l'extérieur, que ce soit par l'organisation de visio, le soutien ou le suivi des bénévoles par téléphone, l'adaptation des activités également, afin de pouvoir en conserver une partie, notamment les organisant à l'extérieur. Voilà, et des accompagnements qui se sont organisés différemment, plus forcément présentiels, parfois par téléphone, visio, comme je l'évoquais. Sur certains territoires également, ce qu'on a pu relever, c'est des ARS, des départements qui ont eu à cœur de rassembler les acteurs, de les mettre autour de la table pour les informer, pour coordonner, articuler les interventions, voire aussi pour octroyer des moyens complémentaires, que ce soit en termes de renfort RH, qui est une grosse problématique du secteur, préexistante à la crise, mais qui a été accrue au cours de la crise sanitaire. La question lors du premier confinement des équipements de protection individuelle, et puis des ARS et des départements qui ont également appuyé, voire relayé des initiatives locales. Globalement, en fait, ce qui ressort des discours des uns et des autres à ce stade, c'est la volonté de tirer les enseignements de la crise et d'en faire un levier pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Est-ce que cela sera suivi d'effet? Ça reste une question. Néanmoins, on peut déjà citer quand même la démarche engagée par la CNSA, par exemple, et qui vise à tirer les enseignements de la crise et à prolonger les pratiques innovantes. Ça, c'est une démarche qui a d'ores et déjà été amorcée. Donc voilà, côté point positif d'ordre général sur les champs des personnes âgées, personnes en situation de handicap. Pour autant, il ne faut pas non plus occulter des aspects peut-être un peu plus négatifs que l'on a pu constater, voire déplorer. Et c'est important de le faire parce que c'est aussi en les prenant en compte que l'on pourra ensuite, lorsque la crise sera derrière nous, et on l'espère, poser les jalons d'un accompagnement encore plus efficient des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, que ces personnes soient à domicile ou soit en établissement. Concernant les points d'amélioration, ce que l'on a pu observer, ce que l'on observe encore par moments, ce sont un cadre et des directives pas toujours claires, qui peuvent évoluer. Donc pas stable dans le temps, avec par exemple, si je m'attache juste à cet exemple-là, une accumulation de protocoles, de recommandations, pas toujours mis à jour et pas toujours articulés les uns avec les autres, notamment entre les champs personnes âgées, personnes en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose que l'on vit
Presque quotidiennement. L'impression également d'un renforcement des cloisonnements. Et j'évoquais les champs personnes âgées, personnes en situation de handicap, notamment sur ces secteurs avec l'impression parfois d'avoir des secteurs étanches, tout au moins en tout cas au niveau central, et à l'inverse en tout cas de ce qui a pu être constaté sur le terrain, parce que vos adhérents en feront peut-être le retour, mais sur le terrain, à l'inverse, les acteurs ont eu à cœur de s'articuler, de travailler ensemble, de se coordonner. Le sentiment également pour les professionnels du médico-social, même si ce n'est pas tout à fait le champ de l'intervention, et pour les associations qui les emploient, de ne pas être reconnus, justement, de ne pas être, parfois ce sentiment d'être dévalorisé par rapport au secteur sanitaire, par rapport à des professionnels de santé, par exemple. Et un sentiment qui a pu être renforcé au vu des inégalités liées au versement des primes Covid, aux revalorisations salariales Ségur, dont les échanges autour de l'extension sont encore en cours. L'impression aussi d'être, notamment lors du premier confinement, du début de cette crise sanitaire, d'être mis en danger en n'ayant pas, par exemple, accès aux EPI. Ce qui a pu renforcer cette impression de dévalorisation avec des professionnels du domicile qui ne se sont pas sentis considérés comme des acteurs de premier plan alors qu'ils étaient en première ligne. Et c'est aussi la confrontation à des questions éthiques sur lesquelles nous avons commencé à réfléchir, du fait notamment d'une non prise en compte ou d'une mauvaise prise en compte des besoins des personnes âgées, notamment celles qui présentent une pathologie neuroévolutive, maladie d'Alzheimer ou pathologie apparentée, de personnes en situation de handicap, même si pour le coup il y a eu des mesures rectificatives qui leur ont permis d'avoir des dérogations de sortie lors du confinement, d'être exemptés par exemple du port du masque, etc. Mais voilà, au démarrage de la crise, il y a quand même eu ce sentiment-là, un manque peut-être de communication et parfois de concertation avec les proches aidants de ces personnes également, une incapacité à accompagner son proche en fin de vie, dans la première partie de la crise, puisque ça a évolué depuis. La gestion des décès également, qui a été traumatisante pour les personnes qui ont eu un proche qui est décédé, pour les professionnels également. L'isolement et la rupture de lien avec les proches, même si avec l'assouplissement des mesures, pour le coup, ça se corrige. Je pense par exemple aux enfants en situation de handicap qui étaient hébergés en établissement et qui n'ont pas pu avoir de contact avec leurs proches lors du premier confinement. Les couples également, dont l'un est résident EHPAD, qui n'ont pas eu de contact pendant de nombreuses semaines. L'impossibilité de se toucher aussi, il faut se dire les choses. Les personnes âgées isolées à domicile qui n'ont pas eu la possibilité de recevoir les bénévoles qui les accompagnaient. Voilà. Donc, après, sur des points plus spécifiques, est-ce que je peux aller sur des points plus spécifiques ou il faut que je conclue? Vous avez encore le temps. Ah, merci. Donc, sur des points plus spécifiques au secteur des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, pour un premier point concernant les personnes âgées, ce sont d'abord des retards dans la prise de décision au démarrage de la crise. Alors, c'est vrai qu'on ne connaissait pas le virus, donc on a aussi appris et agi sur le tas au fur et à mesure, qu'il s'agisse de l'équipement des professionnels, encore une fois, en masque notamment, vous l'avez déjà évoqué, de l'hospitalisation également des résidents hébergés en EHPAD. La crise au niveau du secteur des personnes âgées a également eu tendance à renforcer, enfin, c'est pas eu tendance, elle a renforcé l'isolement des personnes âgées. Et à ce titre, je vous renvoie au nouveau rapport que les petits frères des pauvres viennent de publier sur l'isolement des personnes âgées et l'impact de la crise sur cet isolement. Rapport qui corrèle de manière très explicite le vécu de la crise et notamment ce sentiment d'isolement au niveau des ressources des personnes âgées concernées. Par ailleurs, concernant les personnes âgées, on peut quand même faire le constat que des mesures d'exception ont été prises les concernant, avec notamment un confinement qui est intervenu avant tout le monde, et des mesures ensuite
prises qui se sont éloignées de celles appliquées au reste de la population, et même de celles appliquées aux personnes en situation de handicap qui, par exemple, ont eu la possibilité de retourner en famille pour des sorties, pour des week-ends, ce qui n'a pas été le cas pour les personnes âgées hébergées en EHPAD avant le mois de mars de cette année. Et puis, nous avons pu aussi assister à l'émergence de tensions entre les générations, ce qui peut apparaître, si je peux le dire de cette manière-là, comme une fêlure dans l'unité nationale qu'on a pu observer en début de crise, avec le sentiment côté plus jeune ou côté actif d'être moins vulnérable face au virus et de ce fait d'être sacrifié pour protéger des personnes âgées en fin de vie, quand ces mêmes personnes âgées, en particulier celles en EHPAD, comme je l'évoquais, ont été confinées strictement avant tout le monde et plus longtemps, avec un traitement différencié, comme je le précisais. Concernant les personnes en situation de handicap, un point spécifique que je souhaitais souligner, c'est le dernier point, hein, c'est celui de l'épuisement des aidants, notamment sur le champ du handicap, puisque les aidants de personnes en situation de handicap ont été seuls à accompagner leurs proches lors du premier confinement et lorsqu'il y a eu un retour au domicile pendant ce confinement, souvent sans relais, sans soutien, ou très peu, parce que je peux peut-être pas généraliser à ce point, mais en tout cas avec très peu de relais, très peu de soutien, très peu d'informations également, du fait de la fermeture des établissements et de l'arrêt des prises en charge et également de l'arrêt des activités qui étaient proposées à leurs proches. Donc il y a quand même un point central dans les enseignements qu'il faudra tirer de la crise qui concerne l'accompagnement des aidants et la prise en compte de leur épuisement. Voilà. Du coup, si je devais résumer un petit peu ce que la crise sanitaire a mis en lumière et qui permettra aussi d'identifier les leviers après, à partir desquels on pourra agir, il y a tout d'abord le cloisonnement et le manque d'articulation des politiques sociales et médico-sociales, en tout cas de mon point de vue, des acteurs et des dispositifs qui en découlent également, avec des politiques qui restent majoritairement centralisées et descendantes, n'ayons pas peur de le dire, un manque de financement persistant ou alors des financements mal ciblés, des inégalités territoriales par ailleurs, une urgence impérieuse d'agir sur l'attractivité des métiers, des métiers des secteurs sociaux et médico-sociaux, avec également des actions relatives à la formation des professionnels à déployer, comme ça a été très justement évoqué par un intervenant précédent. La nécessité aussi de faire évoluer le regard porté sur les personnes en situation de handicap et sur les personnes âgées, avec en conséquence une évolution aussi des modalités d'aide et d'accompagnement qui les concernent. Et comme je l'évoquais en dernier point, la place et le rôle essentiel des aidants de personnes âgées et de personnes en situation de handicap, avec des actions qui doivent être développées, des actions concrètes pour prévenir l'épuisement de ces aidants, parce que nombre d'aidants de personnes notamment de personnes en situation de handicap, ressortent de la crise qui n'est pas finie, il faut encore le préciser, ressortent complètement épuisés. Donc, finalement, quand on regarde cette énumération, finalement, on est sur des problématiques qui ne sont pas nouvelles. C'est des problématiques qui sont préexistantes à la crise, mais sur lesquelles on a peut-être jeté une lumière un peu plus crue du fait de cette crise sanitaire. Et ce sont des problématiques majeures dont on peut constater que le secteur a du mal à sortir. Alors, est-ce qu'on a du mal à sortir de ces problématiques faute d'une réelle volonté politique? On peut se poser la question parce que différentes missions sont menées. Je pense notamment à la mission Laforcade, on a l'installation de la branche autonomie également en cours qui a été annoncée solennellement en juin 2020. Et pour autant,
ces missions, ces travaux ne semblent pas réussir à sortir d'un fonctionnement, je dirais, peut-être de manière très peut-être dure, d'un fonctionnement séculaire et centralisé. Et ces différentes missions, elles ne parviennent pas, à mon sens, à rebattre réellement les cartes. Et la manière dont le secteur, dont les politiques publiques sont définies et dont le secteur fonctionne. En ce sens, pour moi, nous sommes loin du nouveau monde. Si vous vous rappelez, lors du premier confinement, on l'a beaucoup évoqué. On est loin du nouveau monde tant espéré suite à la première vague. Et finalement, ce sont toujours les mêmes acteurs, les mêmes fonctionnements qui semblent être encore à l'œuvre. Donc, ce qui paraît essentiel, parce qu'il faut s'en sortir un petit peu, et puis il faut sortir aussi sur une note un peu plus positive peut-être, c'est qu'un véritable bilan, et vous l'avez évoqué, qu'un véritable bilan exhaustif de cette crise et des conséquences de cette crise puisse être dressé, et en particulier pour se donner les moyens d'apporter des réponses à des difficultés, comme je l'évoquais, souvent préexistantes. Et ce qui serait aussi positif et utile, c'est d'identifier les initiatives et les bonnes pratiques qui ont pu émerger, et elles sont nombreuses, pour pouvoir aussi les essaimer et les diffuser plus largement. Parce que, pour revenir à une des premières interventions, ce qui ressort aussi au niveau des travailleurs sociaux, c'est justement toute cette énergie qu'ils ont pu mettre à poursuivre les accompagnements, à les poursuivre de manière qualitative, toute cette créativité, cette inventivité dont ils ont fait preuve. Voilà ce que je pouvais dire de manière synthétique. Et peut-être que Jérôme, vous souhaitez ajouter quelques points. J'ai peut-être été sévère sur certains aspects, je le conçois. Vous me connaissez, je suis toujours beaucoup plus sévère que vous. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'intervienne tout de suite ou peut-être après les autres intervenants, comme vous le voulez. Je vous en prie, vous pouvez monsieur. Merci. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est très agréable d'avoir des liens UNIOPS avec les URAS et les URIOPS. C'est toujours un moment intéressant. Je vous remercie aussi pour un autre élément. Je vois que l'interview est traduite en signe et c'est vraiment très, très important et très, très fort de le faire. Moi, je vais faire quelques constats très, très rapides puisque Céline a dit la majeure partie des choses. Constat 1, au tout début de la crise, et c'est pas faire injure au directeur d'ARS précédemment, qui est intervenu précédemment, les ARS, de manière générale, je ne fais pas un constat d'une ARS par rapport à l'autre, ont eu une préoccupation sanitaire et le médico-social et le social est intervenu en deuxième ligne. Et bien souvent, ce sont les associations qui, sur le terrain, je vois les URIOPS, je vois l'URAS, les associations qui ont ramené le monde médico-social dans la perspective sanitaire de la crise. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a, comme le disait Céline, un traitement très différentiel entre les soignants et le personnel médico-social et les professionnels médico-sociaux et sociaux. On a eu une audition il y a peu de temps avec la mission Laforcade. On a encore beaucoup de mal à faire comprendre que les professionnels du médico-social et du social ont aussi été des acteurs autant investis, autant impactés par la crise que ne peuvent l'être, et c'est pas faire injure aux soignants, les soignants. On a vraiment la création, enfin le besoin de renforcer ce système, ce biosystème, on va dire, de cette cohésion médico-sociale et sociale et sanitaire. Troisième constat, cette crise, elle a, comme le disait Céline, elle a exacerbé toutes les inégalités qui existaient avant. Je pourrais vous parler de la lutte contre l'exclusion. C'est pour ça, d'ailleurs, un peu pour ça que je suis présent, parce que on peut voir une lecture très transversale et de voir ce qui se passe dans les champs PH et PA se retrouve malheureusement dans d'autres champs, le logement, la précarité et l'enfance. On se rend compte que il y a encore le cloisonnement qui existait avant la crise, il a quelque part un peu explosé, mais néanmoins, il est encore très présent dans les têtes. Il y en a encore besoin, si on veut réfléchir en termes de parcours de la personne, de tout au long de sa vie, il y a besoin de décloisonner tous les secteurs. Garder les spécificités, mais en tout cas, décloisonner beaucoup plus.
Dernier constat, et je m'en arrêterai là et je pourrais répondre à d'éventuelles questions. Dernier constat, cette crise, elle a aussi accéléré des procédures ou des process, on va dire comme ça, qui étaient déjà, déjà plus ou moins en gestation. Pendant la crise, la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap a accéléré ce qu'on appelle le 360 Covid. L'idée, vous savez, vous rappelez le rapport Pifto, Réponse accompagnée pour tous, un rapport qui a maintenant une petite, presque une dizaine d'années à peu près, j'ai plus la date en tête. L'idée que malgré le maillage territorial, malgré le nombre de services, malgré le nombre de soignants, malgré le nombre de structures, il existe encore des personnes qui sont totalement isolées pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Et donc, l'idée de la secrétaire d'État, même si parfois ça peut être en contradiction avec l'urgence, c'est aussi de monter un système pérenne qui puisse prendre en charge les personnes isolées. Non. Donc, pour conclure, et vraiment très rapidement, c'est dire à la fois cette crise, elle exacerbe les imperfections d'un système, et dans un même temps, la crise, elle montre aussi qu'il y a un besoin vraiment de renforcer la cohésion, renforcer les politiques sociales, renforcer comment dire, la cohésion et la cohérence des politiques sociales les unes par rapport aux autres, les unes avec les autres. Voilà. Donc voilà à peu près mes deux mouvements. Maintenant, la conclusion que faisait Céline, c'est la conclusion que j'essaie de faire aussi dans un autre papier. Qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça? Est-ce qu'on va partir du principe que les inégalités, elles étaient là présentes avant la crise Covid, elles se sont exacerbées et c'est un état de fait? C'est pas mon point de vue. Ou est-ce qu'on se dit, cette crise, elle a montré qu'il y avait des inégalités de plus en plus intolérables et donc il faut vraiment, j'allais dire, reset, il faut maintenant remettre toute politique sociale avec comme combat principal le combat contre les inégalités parce qu'elles sont devenues, elles étaient intolérables avant, elles le sont encore plus maintenant. Merci, Monsieur Voiturier. Alors, c'est vraiment un regard, on va dire, sans complaisance, mais en même temps d'une certaine justesse, hein, donc de Madame Céline Philippi et donc de Monsieur Jérôme Voiturier sur la situation Covid au niveau hexagonal. Alors, on retient véritablement des points marquants. Donc, on parle véritablement du creusement des inégalités, on parle des difficultés finalement et de l'isolement des personnes. On parle aussi de choses positives. Hein. Vous avez parlé ça a été répété, de la capacité à la fois d'innovation, d'inventivité, de réactivité, et puis le fait aussi que cette crise a mis en évidence la place prépondérante du secteur social et médico-social dans nos sociétés, puisque constructeur finalement d'un lien social. Alors que, comme vous l'expliquiez, au tout début de la crise, on avait le sentiment effectivement des ARS qui mettaient en évidence plutôt la dimension sanitaire. Donc ce sont autant d'éléments qui vont concourir, j'espère, à faire en sorte qu'il y ait des questions et un vrai débat qui s'installe à l'occasion de cette 7e édition des rendez-vous du RAS. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions. M. Bertrand-François Lubin attend avec impatience. Et nous allons donc laisser la parole à Malik. Hein, Malik Duranty est sociologue. Malik, quelle réaction dans un premier temps? Et puis, votre regard de sociologue sur la situation, la crise et l'impact de la crise sur nos populations, particulièrement les populations les plus fragilisées. Donc, on parle principalement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Alors, bonjour. D'abord, dire que je pense qu'il y a beaucoup de corrélations entre le bilan qui a été fait pour la France hexagonale et celle de la Martinique. Bien sûr, il y a forcément des éléments, on va dire, de culture qui vont venir préciser les choses et de posture vis-à-vis des institutions intervenantes concernant notre pays. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le bilan que vous avez dressé et les questions que vous posez vis-à-vis de celui-là, même si on reste d'accord sur le fait que, de point de vue sociologique, on ne peut pas encore vraiment appréhender la dimension réelle de l'impact de la crise, puisque nous y sommes encore, avec différentes phases de métamorphose de celle-là, et aussi la nécessité donc, pour les travailleurs sociaux, pour les intervenants médico-sociaux, de s'adapter à tout ça. Alors, l'une des premières choses que j'aimerais dire, peut-être pour rajouter des éléments par rapport à ce qui a été dit, c'est déjà la réception de l'information et la façon justement de la traiter. Parce que je crois que ça a été vraiment un élément, on a parlé de l'usure des professionnels, mais on pourrait parler aussi de l'hésitation à l'intervention
dans la perception des informations qui doivent diriger à l'adaptabilité au contexte. Et c'est vrai que très rapidement, beaucoup de travailleurs sociaux se sont retrouvés, on va dire, dans la situation de tout citoyen, dans le doute, face parfois à des contradictions de transmission par rapport aux caractéristiques du virus, par rapport aux règles sanitaires mises en œuvre. Même si j'aime souvent dire que certaines règles barrières qui ont été mises en place coïncidaient déjà à un art de vivre aux Antilles depuis l'époque de l'amiral Robert, où les grandes épidémies avaient nécessité qu'on ait une hygiène stricte déjà dans la gestion de nos foyers respectifs, avec bien sûr les grandes personnes qui étaient un peu les fleurs de lance de cette dynamique hygiéniste. Alors, ce qu'on peut retenir rapidement par rapport à la crise, c'est d'abord la grande vulnérabilité, c'est-à-dire que dès le départ, on nous a parlé de ces maladies qui étaient, on va dire, comorbides avec le Covid, ce qui a eu tendance à invalider beaucoup d'intervenants, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de personnels médico-sociaux se sont vus soit en situation d'obésité, soit en situation d'asthme, enfin, avec des maladies qui les rendaient plutôt vulnérables par rapport à la situation. Et donc, il y a nécessité très vite qu'on puisse avoir une réflexion sur la gestion des ressources humaines en termes d'intervention, et sur aussi les dispositions particulières qui pouvaient être prises par ces personnes en vulnérabilité face à la situation. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a pu remarquer justement qu'il y avait aussi une notion de disparité territoriale. Je crois que ça a été dit aussi dans vos propos, cette différence entre l'urbain et le rural, entre les zones qui sont très pourvues en personnel et en intervenants, d'autres qui le sont moins, par exemple dans les zones rurales, mais aussi sur le type d'isolement ou d'isolation que connaissaient les bénéficiaires de l'action sociale et médico-sociale. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, dans le cadre des zones rurales, le lien était quand même, demeurait quand même dans le voisinage, etc. Les gens s'étant garantis de rester isolés, ils pouvaient être en relation entre eux. Tandis que dans le milieu urbain, il y avait peut-être parfois plus de désobéissance et plus de méfiance aussi entre les différents intervenants. D'où on a eu la remontée de beaucoup de couples aidants-aidés, là je parle de situation assez particulière, de couples aidants-aidés qui s'étaient mis en autarcie et qui, au départ, refusaient même l'intervention des intervenants sociaux et médico-sociaux pour se protéger, avec une forte valeur ajoutée en termes d'anxiété, de stress vis-à-vis de la situation. Donc, une relation du couple aidant-aidé qui se dégradait, elle aussi, et qui devenait en lui-même un risque, en plus du risque médico-social. Ensuite, il faut peut-être aussi préciser qu'on a pu remarquer deux phases dans le confinement, c'est-à-dire une première phase qui était la phase très stricte, avec des messages très, très contradictoires et donc avec des craintes, des peurs qui étaient très intenses chez tous les individus et qui, au fur et à mesure, on va dire, c'est un peu étiolé par le fait qu'on ait clarifié les messages et qu'on ait clarifié aussi les mesures à mettre à l'œuvre. Alors, c'est vrai que nous, de notre côté, le vécu de la crise par rapport aux acteurs, c'est beaucoup distingué par le travail des administratifs. Et on a peu souvent entendu les politiques sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a quand même manqué d'avoir une liaison cohérente entre l'action dite politique et l'action déconcentrée de l'État. Et jusqu'à parfois avoir l'impression d'une certaine forme d'opposition, voire même d'une forme de clientélisme dans le positionnement des uns et des autres. Et ce qui me permet de dire que justement, à un moment donné, on a l'impression que la communication de crise, qui est quand même un élément fondamental dans les situations que nous vivons, cette communication de crise a eu du mal à être vraiment homogène et à faire qu'il y ait des canaux sûrs d'information qui arrivent aux intervenants. Vous l'avez assez précisé dans votre intervention sur l'autonomie des intervenants. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'intervenant, le travailleur social, est livré à lui-même, déjà dans l'exercice de sa profession, mais aussi dans l'esprit critique qu'il doit mettre à l'œuvre face à toutes les informations qu'il reçoit, sachant qu'il reçoit des informations comme tout citoyen.
Alors, est-ce qu'à un moment donné, le flou dans lequel s'est retrouvée la société ne devrait pas être pris comme une vraie problématique pendant ce type de crise pour réussir très rapidement à conforter les professionnels dans des discours qu'ils nous trouveraient valables et des discours aussi co-construits avec leur expérience du territoire. Et comme vous l'avez dit, effectivement, l'information a souvent été descendante et on a rarement pris le pouls de la perception de terrain pour ajuster nos réponses aux questions du territoire. Alors, attendez, je fais un petit point sur mon texte. Alors oui, je voulais parler aussi, on va dire, de la nécessité, on va dire, d'avoir une posture autour de la protection et du fait de rassurer les bénéficiaires de l'action sociale. Comme vous l'avez dit justement, la disparité générationnelle était très importante. Les personnes âgées ont souvent tendance à faire très rapidement confiance aux institutions et c'est vrai qu'on a eu toute une part du public qui peut être accompagné, comme les jeunes décrocheurs ou dans les milieux scolaires ou des jeunes, on va dire, en début d'errance, etc., qui normalement sont accompagnés par des travailleurs sociaux et qui ont complètement disparu des radars, qui se sont retrouvés, on va dire, dans le cas des jeunes les plus éloignés des institutions. Et ces jeunes, justement, qui sont le plus souvent en proie, on va dire, aux fake news, hein, je dis rapidement, aux fake news, et ont parfois participé à des mouvements de contestation en pleine crise sanitaire. Et aussi ont participé, on va dire, à des regroupements un peu spontanés de jeunes qui ont certainement participé, on va dire, à l'augmentation de la circulation du virus, mais aussi parfois à la remise en cause et à la mise en doute des informations qui étaient produites autour du Covid et autour de comment dire, de son taux de contamination autour de nous. Et puis, en ce qui concerne, on va dire, l'adaptation de l'accompagnement, beaucoup de travailleurs de terrain, justement, ont fait remonter la nécessité qu'ils avaient, justement, d'augmenter le temps de relation sur leurs intervenants avec les bénéficiaires. C'était vraiment important puisqu'il y avait des personnes qui étaient relativement isolées, qui avaient besoin de passer un peu plus de temps avec des individus extérieurs et avoir des nouvelles qui leur semblaient plausibles par rapport à cette population-là. Et c'est vrai que ce temps rallongé-là nous a remis dans une réflexion que nous avions avant la crise sanitaire sur le fait que beaucoup d'institutions d'accompagnement diminuaient pour des raisons de coûts et de financement, diminuaient sur les temps d'intervention, ce qui pouvait diminuer sur la qualité d'un des objectifs de ces interventions sociales et médico-sociales, qui est celle de la relation, et celle surtout de la relation pédagogique, par exemple dans le cas des personnes âgées avec les aidés, les aidants justement qui ont besoin d'être dans cet échange avec les professionnels pour bien comprendre les situations qu'ils vivent. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on a vu émerger beaucoup de projets qui ont mêlé, on va dire, l'art et la culture comme levier d'intervention sociale et éducatif pour justement garantir peut-être un lien de confiance entre les informations transmises et les publics qui les recevaient, donc avec beaucoup plus moins de le côté formel de l'information, de tracts, faites ci, faites ça, etc., mais avec une approche un peu plus artistique et culturelle, et donc adaptée au type de vie des personnes sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a vu émerger des tendances comme celle du soin permanent, donc des conseils autour de l'alimentation, des conseils autour du bien-être, qui étaient transmis de façon globale à la population pour pouvoir vivre cette situation de confinement. Merci Malik. Alors, je ne sais pas si Madame Philippi ou Monsieur le directeur de l'URSS, Monsieur Waturier, vous voulez réagir? Alors, moi, j'ai une question, Malik. À un moment donné, vous parliez effectivement de la question de l'accompagnement. Pour autant, il y a un rapport du défenseur des droits de l'homme qui met en évidence que l'assouplissement finalement des mesures administratives aurait dû générer
plus de temps de prise en charge des publics, alors que finalement, à travers ce que vous dites, on a plutôt le sentiment du contraire. Donc, et en plus de ça, ajouter à cela cette complexité, donc le flou autour de l'information qui va perturber finalement l'intervention des travailleurs sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de peu paradoxal? Ah oui, en fait, peut-être je me suis mal exprimé, mais justement, c'est à dire que les travailleurs sociaux ont passé un peu plus de temps dans la pour relation, des raisons pédagogiques et des raisons affectives avec les bénéficiaires. C'est-à-dire que même s'il y a eu l'allègement, effectivement, qui a beaucoup joué, on va dire, sur le niveau d'anxiété du travailleur social lui-même. C'est-à-dire le fait de pouvoir être à l'action et ne pas forcément prendre le temps de rédiger un certain nombre de documents, de formaliser un certain nombre de demandes qui sont très contraignantes. Il y a beaucoup d'écrits dans le travail social qui souvent est porteur de surcharge de travail supplémentaire et différente. Alors, mais c'est vrai que paradoxalement, le fait de passer beaucoup de temps sur le terrain nécessite qu'on ait beaucoup d'informations pour répondre aux interrogations des bénéficiaires qui ont les informations, on va dire, qui ont des questions tout venant par rapport à ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient à la télé, etc. Et sachant que le fait que nous vivions aussi la réalité nationale par le biais des informations, notre sentiment d'insécurité ici en Martinique est souvent exacerbé par rapport à celui qu'on va retrouver en France hexagonale, parce qu'on vit deux risques. On vit le risque pour nous-mêmes ici sur l'île, mais aussi on vit le risque de notre solidarité nationale. Et c'est vrai que souvent, les gens n'arrivent pas à vivre la distance entre la réalité vécue en France hexagonale et celle vécue en Martinique. Donc, ce sont des choses que les travailleurs sociaux ont à travailler sur le terrain en portant des informations, en portant des éléments de réponse. Et c'est vrai qu'on a pu, regretter que pendant la crise, à un moment donné, on soit plus dans la réponse à la rumeur, plus dans la réponse, on va dire, aux fake news, que dans la construction d'un propos cohérent en relation avec le savoir, on va dire, du haut de la pyramide et les remontées du terrain pour réussir à avoir un discours univoque, unitaire, qui est le même pratiquement pour tout le monde et qui aurait rassuré une part de la population. Je tiens à dire vraiment qu'il y a des couples aidants-aidés qui ont même cherché à se mettre en situation d'isolation, même vis-à-vis des professionnels qui venaient chez eux. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire, c'est un choix très fatal que de choisir de se couper d'une aide ou d'un accompagnement qui était censé être salvateur sous la période. Au niveau national, on a un peu ce sentiment au niveau... Alors oui et non. Pardon, c'est très en même temps. Oui et non, parce que en effet, il y a eu un allègement des procédures, donc c'est administratif qui peut être bénéfique en termes d'accompagnement, mais tout ça jouerait si on avait un nombre de population exact, égal. Or, on a vu apparaître aussi beaucoup de nouveaux publics vers les travailleurs sociaux, nouveaux publics parce qu'ils avaient soit des petits emplois qu'ils ne pouvaient plus exercer, les étudiants qui étaient avec les petits boulots qui ne pouvaient plus les... Bon. Donc, on a aussi un nouveau public qui est apparu qui ne connaissait pas les codes, qu'il a fallu vraiment, quand je dis ne connaissait pas les codes, ne connaissait pas les procédures pour aller voir un travailleur social, pour demander le RSA. Donc, il y a eu certes du temps dégagé pour les travailleurs sociaux en allégeant les procédures administratives, mais aussi un afflux. On estime, même si ce chiffre nous est contesté par les ministères, on estime qu'on a à peu près 1 million de personnes en plus en situation de pauvreté. Il y aura 1 million de personnes en situation de pauvreté en plus. On a vu apparaître des gens qui étaient juste à la limite de la pauvreté, qui survivaient, entre guillemets, qui vivotaient, pardon, et donc qui ont été amenés. Moi, je vais vous faire la sociologie de bas étage. En face de moi, j'ai une banque alimentaire. La file d'attente, elle a été multipliée par 10, avec plein de nouveaux publics. Donc des gens aussi qui ont besoin d'avoir des conseils auprès des travailleurs sociaux et qui ne connaissent pas. C'est un monde qu'ils ne connaissaient pas avant. Et justement, nous, d'un point de vue local, c'est vrai que ces premiers arrivants ont d'abord été introduits dans des réseaux de solidarité informels, de proximité,
et que je pense que jusqu'à présent, on n'a peut-être pas encore réussi à avoir une grande majorité d'entre eux qui soient allés vers les travailleurs sociaux et vers les instances. Et je crois d'ailleurs que pour réussir à le faire, on sera obligé de revenir aux bonnes vieilles formules où les travailleurs sociaux, les assistantes sociales de terrain devront faire un vrai travail de dépistage et de repérage sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'encore en Martinique, on a cette opportunité, j'ai envie de le dire aussi, d'avoir des réseaux de solidarité, de proximité qui se mettent très vite et voire plus vite et de façon plus efficiente parfois que les instances sociales à l'œuvre pour accompagner ces familles-là. Mais c'est vrai que sur le moyen terme et le long terme, il nous faudra vraiment réfléchir à cette situation-là, sachant que d'ailleurs beaucoup de nos PME, petites et moyennes entreprises, pour le moment sont sous ponction de l'État, mais une fois qu'elles auront retrouvé leur situation normale, il n'est pas dit qu'il y a une vague de précarité qu'il faudra gérer, avec d'ailleurs un secteur du travail social qui est déjà en grande vulnérabilité et en grande situation d'usure. Donc, il nous faudra vraiment regarder ça de plus près. Oui, tout à fait. Enfin, sur la question de la précarité, du basculement en tout cas vers la précarité, ce qu'on peut peut-être rajouter, même si ce sont des chiffres un peu officieux qu'il va falloir valider, stabiliser, mais a priori, en tout cas en Martinique, en un an, donc entre mars 2020 et mars 2021, on aurait eu 10 000 personnes supplémentaires qui seraient devenues des bénéficiaires du RSA, donc qui seraient passées donc, en situation de précarité. Donc ce sont autant de personnes et autant de foyers qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Et même si, effectivement, comme tu le disais, Malik, il y a des choses qu'on ne voit pas très bien à travers les radars, parce qu'on a cette tradition d'avoir de l'entraide familiale qui est extrêmement importante, mais il y a des éléments clés comme ça, comme le nombre de bénéficiaires du RSA qui peuvent témoigner effectivement de ce basculement. D'où la nécessité, qui a été partagée par tous les intervenants, d'un vrai travail finalement de diagnostic après le Covid, sur les impacts réels de cette crise. Or, on est tous malheureusement à le déplorer, nous n'en sommes pas encore sortis. Il semblerait même que les perspectives de sortie ne soient pas pour tout de suite, et en même temps, la situation se dégrade. C'est vrai qu'on était plus sur un focus personnes en situation de handicap et personnes âgées, mais la question finalement de la précarisation des publics, on parle de vulnérabilité, vous avez parlé des étudiants, donc je parle du nombre de personnes effectivement au RSA, montre la nécessité finalement d'une vraie analyse des situations pour que la seule réponse finalement ne soit pas une réponse un peu de solidarité, elle est toujours nécessaire, mais quelque chose de beaucoup plus construit, de quelque chose de beaucoup plus stabilisé, afin de permettre effectivement une prise en charge de meilleure qualité. Alors, Madame Philippi, je ne sais pas si nous avons des questions, Bertrand. Pour l'instant, pas de questions, donc écoutez, je vais en poser. Donc, Madame Philippi, et M. Voiturier parlait véritablement du sentiment d'inégalité, de traitement entre les territoires. Cette inégalité, ce sentiment d'inégalité accentué donc, par la crise Covid, ce sentiment il est perceptible et puis il se manifeste comment auprès des populations cibles finalement de l'action sociale et médico-sociale. Mais je crois que oui, elle est quand même très perceptible, cette notion de l'inégalité dans le traitement ici, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le Covid a été élevé à la dimension politique d'une question identitaire et d'une question de la gestion de notre territoire par nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements de contestation au départ sur les premières mesures d'isolation de l'île et de prise en compte, on va dire, des différentes mesures, par exemple de confinement, des arrivants et des autorisations pour entrer sur le territoire, etc. Et c'est vrai que ça a beaucoup généré de la confusion et peut-être même parfois ça a généré, on va dire, de la frustration chez nos politiques et chez les hauts fonctionnaires des services déconcentrés qui ne savaient pas déjà comment transmettre l'information, comment se positionner vis-à-vis de cette réalité-là.
Et c'est vrai qu'on a un milieu populaire, on va dire, qui a ses propres réseaux de communication et qui a ce réflexe à une autonomie, on va dire, d'opinion par rapport à une situation et qui est liée à leur vécu. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais d'un point de vue général, c'est l'une des premières fois où on vit une crise sanitaire de cette ampleur avec autant de décès et, j'ose le dire entre guillemets, aussi proprement. C'est-à-dire que beaucoup des citoyens n'ont pas vu ni de corps dans les rues, ni de corps abandonnés. Donc, tout ça rajoute justement au fait qu'à un moment donné, bon, ben, certaines personnes, par exemple, qui se retrouvaient dans des courants religieux, porteurs de certains discours et porteurs de certaines postures, n'arrivaient pas vraiment à croire cette situation par rapport au Covid. Et puis, l'autre chose aussi, c'est notre rapport à l'extérieur vis-à-vis de cette crise, puisque finalement, la maladie et tous ces variants nous viennent à chaque fois de la réouverture des frontières insulaires et la venue de personnes étrangères à notre société. Et c'est vrai que ça a tendance à cristalliser le débat et la prise de position claire de notre société. Parce que ça a réveillé de vieilles velléités nationalistes, etc., dans nos sociétés, ce qui parfois nous empêche de voir pragmatiquement la situation actuelle et de pouvoir répondre avec des réponses pragmatiques aussi à ces situations-là. Et c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte qu'il faut réussir parce que vous savez comme s'est construite la société française et ses institutions, ça a souvent été par couches successives de sédimentarisation sans clarification. Donc, nous, on se retrouve avec tout qui est mélangé. L'ARS, on découvre son réel champ d'action aujourd'hui avec la crise sanitaire. Pourtant, on découvre des résistances vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis du milieu hospitalier, mais aussi on découvre la grande vulnérabilité d'un certain nombre d'associations qui n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que la gestion des moyens pendant la crise et par moment, vous savez qu'on est rentré dans la culture du projet. Donc, à un moment donné, cette culture du projet a beaucoup freiné la réactivité des associations de terrain sur les réponses apportées. Malik, justement, tu parles des associations adhérentes de l'URAS. Ben, Lauriane, comment l'URAS a-t-elle accompagné justement ces associations? Au sein de l'URAS, nous avons réagi très rapidement, puisqu'en fait, les signaux qui remontaient du national en indiquant la gravité de la situation, qu'on a commencé à entendre dès décembre, même si pour beaucoup, on s'imaginait que ça ne traverserait pas les frontières chinoises. Ensuite, à partir du début d'année 2020, entre janvier et février, on a vraiment senti une accélération avec les premiers cas qui ont été recensés en France. Et donc, nous, au sein de l'URAS, dès le 27 février, nous avons mis en place une cellule de crise, une cellule de veille sur toute la question autour du Covid, pour recenser ce qu'il y avait en termes d'informations, puisqu'au début, on était vraiment au balbutiement, et puis de façon à pouvoir transmettre ces informations à nos adhérents. Nous avons, dans ce cadre-là, mis en place une newsletter dans laquelle nous relayions aussi beaucoup d'informations qui nous venaient du national, donc par l'intermédiaire de l'UNIOPS, qui étaient envoyées entre 1 à 2 fois par semaine pour pouvoir communiquer effectivement un certain nombre d'informations à nos adhérents. La difficulté pour nous, et c'est un petit peu des points que vous avez déjà évoqués précédemment, que ce soit au niveau de l'UNIOPS ou toi, Malik, c'est-à-dire de trouver le juste milieu entre le fait effectivement de donner de l'information, mais sans pour autant noyer les professionnels. Et je dois dire que ce juste milieu était extrêmement difficile à trouver pour nous en tant que tête de réseau. Alors, on arrive à imaginer à quel point ça a été encore plus difficile pour les acteurs de terrain de continuer à faire son travail au quotidien, d'accompagner les personnes, mais tout en se nourrissant de toutes les recommandations qui pleuvaient. Enfin, je pense que le terme n'est pas exagéré. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut vraiment tirer un gros coup de chapeau
à l'ensemble des acteurs, et quelles que soient les strates hein, des administrateurs bénévoles, aux directions, aux chefs de service, jusqu'aux éducateurs de terrain, parce que le juste milieu a dû être extrêmement difficile à trouver. Donc voilà, une grosse activité de veille mise en place par l'URAS et puis un accompagnement à la transition numérique, puisqu'effectivement, beaucoup d'associations ont dû réadapter leur façon d'intervenir et d'accompagner en faisant de l'accompagnement sous forme distancielle. Et à ce titre-là, nous avons mis à disposition de nos adhérents donc les outils dont nous bénéficions, donc notamment des outils de visioconférence pour pouvoir effectivement mettre en place ces nouvelles modalités d'accompagnement. Donc, auprès de nos adhérents, donc, il y a eu des conseils d'administration qui ont été faits en visioconférence, des réunions, des formations, des conférences de présidents et directeurs que nous avons l'habitude de faire au sein de l'URAS, qui se faisaient traditionnellement en présentiel, que nous avons fait en format digital. Donc voilà, la veille sectorielle, l'accompagnement à la transition numérique. Et puis, ce qui nous est aussi remonté de nos adhérents, je dirais qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, hein, notamment la question du sentiment d'injustice. Par exemple, vis-à-vis de la prime Covid, entre les différents champs d'intervention et parfois même au sein même d'une même association, certains professionnels ont pu bénéficier du versement de la prime Covid et d'autres non. Et ça, effectivement, ce sont des choses qui nous sont remontées qui ont contribué à ce sentiment d'inégalité et d'injustice. Et puis qui crée d'autres problématiques, notamment d'ordre managérial, puisque beaucoup d'associations, effectivement, se sont retrouvées en difficulté parce que la façon de manager une équipe était complètement bouleversée. Du fait effectivement de la distance, du fait du contexte sanitaire, de l'inquiétude que ça générait sur effectivement la façon de continuer à encadrer des équipes. Donc, je pense que ce sont quelques petits points qu'on peut noter. Qu'on peut noter au sein de l'URAS. Alors, nous allons donc terminer cette première table ronde en remerciant les différents intervenants, mais en vous demandant quand même 2 minutes de patience, puisque nous avons quelques réflexions, remarques et questions qui nous sont maintenant parvenues. Donc, on va quand même donner la possibilité aux personnes d'avoir leurs questions relayées. Donc, et ensuite, nous allons vous laisser la parole pour y répondre. Oui, merci, monsieur le directeur. À vrai dire, il ne s'agit pas de questions, mais des réactions suite aux différentes interventions. Et de manière synthétique, je dirais que les réactions sur la page Facebook vont dans le sens de ce que vous avez tous dit, hein, à la fois en présentiel ou en distanciel, notamment le fait que le travail social semble avoir retrouvé du sens. En tout cas, je note une intervention donc, de ce type. Et puis, s'agissant donc des considérations purement locales, ce que Malika a pu dire, notamment l'absence de réponse des CCAS et de l'institution en charge du social, donc de la CTM, ce qui traduit donc, ce n'est pas dit directement, mais on perçoit derrière ces réactions un non-dit qui est donc la défaillance du politique. Et effectivement, ce sont des choses qui ont été dites pendant le confinement. Ça a été l'occasion de débats assez acharnés et Malika nous en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, sommairement, le contenu, je devais donc dégager donc quelques points suite à ces réactions sur Facebook, donc qui ne font que confirmer les analyses, les constats qui ont été mis en avant tout à l'heure. Alors, merci beaucoup Bertrand pour cette intervention. Une réaction, et puis nous allons, si quelqu'un veut juste une réaction. Malik, non? Non. Écoutez, Lauriane. J'avais juste, oui. Non, juste peut-être montrer l'importance des réseaux. Oui. À la fois, je sais que lorsqu'on parle généralement de méthodologie d'intervention au travail social, on considère 2 types de réseaux. Le réseau formel, qui est celui des liens institutionnels, des conventions, etc., et le réseau informel.
Et c'est vrai que j'ai pu remarquer qu'à un moment donné, pendant le confinement, les réseaux informels ont vraiment pris le relais des réseaux formels pour les travailleurs sociaux. Et ça nous montre bien comment, effectivement, peut-être parfois, il nous faut imaginer les choses pour mieux ancrer le travail social dans la réalité culturelle des territoires et que peut-être ça va nous amener à mieux considérer le lien entre les instances déconcentrées de l'État et les instances décentralisées sur lesquelles nous avons la main de gestion. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Malik. Madame Philippi, Monsieur Voiturier, vous... Merci. Si vous me permettez deux points très rapides. Le premier, pour rebondir sur ce que disait le dernier point qu'évoquait Lauriane sur le rôle des managers pendant cette crise. Je crois qu'il faut saluer tous les professionnels du médico-social, du social et du sanitaire, bien sûr. Il faut saluer peut-être particulièrement les managers parce qu'ils ont eu deux éléments contradictoires en permanence. Le premier élément, c'était protéger les gens qui étaient à l'intérieur de l'institution, que ce soit leurs professionnels, les professionnels ou les personnes accueillies. Mais également, il y avait un besoin d'ouverture parce qu'on sent très bien et on le sent encore que les personnes accueillies, elles ont besoin aussi de contacts sociaux, contacts avec leur famille. Donc, ça a toujours été cette contradiction difficile à la fois en termes d'employeur, mais aussi en termes de responsable d'une vie sociale. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on a évoqué ces questions-là précédemment. L'UNIOPS avec ses URIOPS et son réseau, on a vraiment vu aussi monter pendant toute cette crise une innovation associative formidable. Et on a essayé de la collecter, d'essayer de tirer des substantifiques moelles, comme on dit de tout ça, avec un paradoxe, c'est qu'on nous explique, en tout cas dans l'Hexagone, que le monde associatif est un monde ancien qui ne s'est pas adapté aux nécessités du nouveau monde. On voit vraiment que les associations, peut-être parfois par défaillance des pouvoirs publics, mais pas obligatoirement, ont vraiment été des acteurs d'innovation et on a, je vais faire un petit peu de pub pour nos publications, ça vous me permettrez, on a sorti un cahier technique d'UNIOPS sur les innovations associatives où on voit bien que le monde associatif a encore de beaux jours devant lui. Merci beaucoup, Monsieur Voiturier. C'est moi. Madame Philippi, merci beaucoup, merci d'avoir échangé, participé donc à ces 7e rendez-vous de l'URAS. J'espère que vous allez rester avec nous pour la suite. Hein. Donc, nous allons faire une petite pause avant d'entamer la 2e table ronde. Je remercie Malik, je remercie Lauriane. Merci une fois de plus à l'UNIOPS, à Madame Philippi, à Monsieur Voiturier. Et donc, nous allons donc, après une pause, entamer donc, la 2e table ronde. L'année prochaine, on viendra vous voir. Avec plaisir. Avec plaisir. Okay.